Alors, c'est donc Donald Trump qui l'a emporté le 8 novembre dernier sur Hillary Clinton. Alors, pas en nombre de voix, puisqu'elle en a obtenu quelque chose comme 1,5 million de plus que lui. Personne ne sait encore exactement. Les autorités américaines ne s'intéressent qu'au système qui fabrique des grands électeurs et un président, et pas à ce que font les simples électeurs dont les derniers bulletins seront dépouillés dans les semaines à venir. Déjà, il y a 16 ans, George W. Bush avait été élu en ayant moins de voix que son adversaire. Cela fait partie du système électoral américain à plusieurs degrés. Les deux partis, républicains et démocrates, enchâssés depuis longtemps dans l'appareil d'État, sélectionnent tout d'abord leurs candidats au travers de primaires, où les électeurs ne sont pas tous invités à participer, ni tous en même temps. Puis, lorsqu'ils peuvent tous voter, ce n'est que par État et au travers des grands électeurs que leur choix peut s'exprimer. Dans ce pays de 325 millions d'habitants et où 227 millions sont des citoyens américains en âge de voter, l'élection présidentielle de cette année a mobilisé moins de 135 millions de votants. 6 millions de personnes ont perdu leur droit de vote pour avoir fait de la prison, principalement des hommes noirs. De plus, une quinzaine d'États ont multiplié ces dernières années les obstacles administratifs permettant de voter, ce qui touche surtout les pauvres. Ainsi, la Floride écarte du vote plus de 10% des électeurs potentiels, principalement des Noirs, bien plus que l'écart de voix entre Trump et Clinton dans cet État dit clé. Autant qu'on puisse le savoir ce soir, 61,5 millions de personnes ont voté Donald Trump, qui va pouvoir occuper la Maison-Blanche grâce à 28% du corps électoral. Alors, quand Trump se plaignait que l'élection soit truquée, il ne croyait pas si bien dire. Si aux États-Unis, le système électoral fonctionne à merveille pour fabriquer un président, il déforme tellement l'opinion que sa fonction de thermomètre est rendue presque inopérante. Qu'un Trump, milliardaire arrogant, réactionnaire à tout crin, anti-avortement et en permanence à la limite du racisme, ouvertement misogyne et secrètement harceleur sexuel, ait été sélectionné au travers des primaires par le Parti républicain, puis par le processus électoral, en dit beaucoup sur la bourgeoisie américaine et son appareil politique. Les institutions de cette bourgeoisie sont parfaitement capables de recycler Trump en président sans que cela n'en bouleverse réellement le fonctionnement. Mais son arrivée à la Maison-Blanche est aussi une conséquence, bien qu'atténuée, des bouleversements provoqués par la crise économique et financière qui secoue les États-Unis depuis plus de 8 ans et de la politique menée par Obama. Nous comprenons parfaitement l'inquiétude des Noirs, des Hispaniques, des musulmans et des immigrés face au racisme qui monte et que Trump exaspère, et celle des femmes confrontées chaque jour au sexisme et pour certaines au comportement incertain d'un compagnon autoritaire ou violent qui a pu entendre le futur président traiter les femmes d'objets sexuels à la télé. Cette campagne n'a pu que renforcer et encourager les pires préjugés. Avant même l'élection de Trump, on a pu en percevoir certains effets, comme chez ces lycéens du Montana venus en cours, vêtus de t-shirts où on pouvait lire « Fierté blanche, Trump 2016 ». Ou chez ceux qui ont chassé des enfants hispaniques d'un terrain de sport en chantant « Construisons un mur », allusion au mur le long de la frontière mexicaine souhaité par Trump. Depuis, les incidents racistes ou homophobes se sont multipliés. L'impasse que cette élection révèle est celle de toute la société qui régresse, écrasée par la grande bourgeoisie, qui absorbe les ressources publiques, supprime les emplois par millions et détruit les infrastructures nécessaires à la vie sociale. À une époque où la classe ouvrière reste malheureusement muette politiquement, où elle ne possède pas de parti qui puisse incarner la perspective d'un changement pour les classes populaires, c'est la pourriture de la société qui remonte à la surface et s'exprime au travers de la campagne écœurante et révoltante que Trump a pu mener avec succès. Pour comprendre cette évolution, je passe la parole à Stéphane Redin.
Nous allons changer ce pays, nous allons changer le monde. C'est ainsi qu'Obama haranguait les foules venues l'écouter en 2008, lors de la campagne qui l'amenait à la Maison-Blanche. Barack Obama pouvait alors prétendre incarner le renouveau et la jeunesse. Il avait l'avantage d'avoir moins de 50 ans et de n'être sénateur que depuis 2004. Auprès d'un électorat démocrate lassé et horrifié des guerres d'Afghanistan et d'Irak lancées par le président républicain George W. Bush en 2001 et 2003, Obama avait pu susciter l'illusion qu'il en finirait avec les interventions militaires à l'étranger. Il avait pu battre Hillary Clinton, à l'époque, dans la primaire démocrate, en insistant sur le fait qu'elle avait voté au Sénat en faveur de ces interventions militaires destructrices, à un moment où lui-même, n'ayant pas eu à se prononcer, ne s'était pas sali les mains. Mais Obama garda en fonction Robert Gates, le ministre de la Défense de Bush, et décida d'envoyer immédiatement 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan, y doublant le nombre des troupes américaines. En fait, en 2009, l'armée américaine entamait une décroissance de ses effectifs en Irak pour les transférer en Afghanistan. Quand il fit campagne pour sa réélection en 2012, face au républicain Mitt Romney, qui l'accusait d'être faible sur la scène internationale, Obama lui cloua le bec dans un débat en affirmant « Sachez que nos dépenses militaires ont cru tous les ans depuis que je suis au pouvoir, nous dépensons plus que le total cumulé des 10 nations suivantes. » Alors il est plus facile de déclencher une guerre que d'y mettre fin, et plus simple de tuer Saddam Hussein et Oussama Ben Laden que de restaurer la stabilité. 13 ans d'occupation militaire ont créé en Irak un chaos tel que Daesh s'est emparé d'une partie du pays, en lien avec la guerre civile syrienne. En Afghanistan, les talibans, renversés il y a 15 ans, sont maîtres d'une grande partie du territoire. Dans ces guerres, Obama a fini par réduire l'intervention directe de ses soldats au sol, par crainte de l'effet démoralisant des pertes militaires sur la population américaine. En revanche, il a beaucoup utilisé l'aviation et ses bombardements incessants en Irak, en Syrie, mais aussi dans des régions où les États-Unis prennent part plus discrètement aux guerres civiles, en Somalie, en Libye et au Yémen. En Afghanistan, les bombardiers américains agissent en permanence. Pour ne parler que de la ville de Kunduz, ils y ont détruit un hôpital de Médecins sans frontières faisant 42 morts il y a une année et ont à nouveau terrorisé la population il y a quelques jours, tuant au moins 30 autres civils. De plus, Obama a déployé en grand la récente technologie des drones militaires en Afghanistan et sur les territoires frontaliers du Pakistan. Il est impossible de connaître le bilan de ces bombardements quotidiens, mais des journalistes spécialisés ont estimé qu'en 2012, près de 90% des victimes des drones américains n'étaient pas les combattants ou les terroristes visés. D'autres ont calculé qu'en 2014, pour abattre 41 cibles, les drones ont tué 1147 personnes. Ce ne sont pas seulement des bavures qui ensanglantent ces zones, comme ces mariages confondus avec des regroupements de talibans et bombardés, décimant des familles entières. En utilisant la même méthode que les terroristes qu'ils combattent, les généraux américains pratiquent parfois la double frappe. Un premier drone bourré d'explosifs s'abat, faisant des victimes, et pendant que les gens autour se précipitent sur le lieu de l'explosion pour porter assistance aux blessés, un deuxième les massacre. Des drones se sont aussi abattus sur des gens qui assistaient aux funérailles de victimes de drones. Le prétexte de ces agressions incessantes est de faire disparaître Al-Qaïda et Daesh, mais en réalité, elles leur donnent du crédit, car la dévastation leur sert d'argument pour recruter de nouveaux combattants. Alors Trump a eu beau jeu de dire que la politique d'Obama et d'Hillary Clinton, qui a été pendant 4 ans sa ministre des Affaires étrangères, a fini par mener à la création de Daesh. Tout comme Bernie Sanders, Trump ne s'est pas privé de rappeler que Clinton avait voté en faveur de la guerre en Irak lorsqu'elle était sénatrice. Mais à présent qu'il se prépare à diriger l'impérialisme américain, Trump va reprendre à son compte ses interventions militaires, supposées lutter contre la barbarie. C'est un mensonge d'ailleurs, qui permet de les justifier auprès de la population américaine, abreuvé ainsi d'un nationalisme pétri de bonnes intentions. Trump a annoncé qu'il tâchera d'en faire supporter encore plus le coût financier aux pays alliés des États-Unis, mais ce n'est pas nouveau. Depuis des décennies, les États-Unis financent leurs énormes dépenses militaires par un déficit budgétaire, comblé par les capitaux du monde entier,
capitaux qui sont attirés par le dollar, monnaie des échanges et des flux financiers internationaux. Depuis presque 10 ans, la crise économique frappe le pays. Rendu erratique par des années de spéculation, le marché immobilier commença à reculer en 2007. C'était une catastrophe pour les travailleurs qui avaient acheté une maison quelque temps auparavant au prix fort, pour laquelle ils s'étaient endettés au maximum de leurs possibilités, au prix d'intérêts très élevés, avec des prêts subprimes. Non seulement leur logement valait à présent moins cher que leur crédit, mais même leur hypothèque valait moins cher. Ils ne pouvaient plus rembourser les intérêts de leurs emprunts. Les expulsions n'ont pas tardé pour les familles populaires qui se croyaient propriétaires de leur logement, mais aussi pour les locataires en retard de loyer. Dans tous les quartiers pauvres du pays, des familles ont été jetées hors de leur logement, leurs affaires sur le trottoir. Une partie de l'appareil judiciaire et policier s'est spécialisée dans ce véritable crime social. Les shérifs des comtés les plus touchés ont constitué des brigades policières expulsant du matin au soir, tous les jours de la semaine. Pour ne donner que l'exemple de Milwaukee, ville industrielle de 600 000 habitants, au plus fort de la crise, chaque jour, 16 familles ont été expulsées. De 2009 à 2011, un habitant sur 8 y a été expulsé au moins une fois. Il arrive aussi que des propriétaires pressés de récupérer un logement pour cause d'impayé sans en passer par une procédure judiciaire donnent 100 ou 200 $ à leurs locataires, voire le menacent tout simplement pour qu'ils déguerpissent, sans même que cela soit comptabilisé officiellement. Mais ce ne sont pas ces travailleurs jetés à la rue qui ont été sauvés par l'intervention de l'État, mais le système bancaire responsable de la catastrophe. Dès qu'en septembre 2008, la grande banque d'affaires Lehman Brothers fit faillite de façon spectaculaire, le gouvernement Bush, qui vivait ces derniers mois, fit affluer l'argent public vers les autres banques qui vacillaient et auraient pu la suivre dans la catastrophe. Une combine appelée titrisation avait disséminé partout dans la sphère financière ses prêts et hypothèques sans valeur. Elle devint le vecteur de la transmission de la crise depuis l'immobilier vers tous les autres secteurs. Elle passa ainsi de la finance à l'industrie et franchit aussi les frontières. Aux États-Unis, la campagne électorale qui se déroulait en même temps en fut marquée. Le candidat Obama dénonçait la proximité du gouvernement Bush avec ses banques qui, bien que responsables de la crise, commençaient à recevoir de l'argent public. Il promit de réformer Wall Street, de réintroduire la régulation des activités financières dont les précédents présidents, comme le démocrate Bill Clinton, avaient débarrassé les banques. Ce jeune sénateur enthousiaste, qui devint de surcroît le premier président noir, promettait le changement. « Yes, we can ». C'est avec ce slogan de communicant « Oui, nous pouvons », qui ne dit rien et laisse tout entendre, qu'Obama a vendu suffisamment de rêves en 2008 pour se hisser à la présidence. N'appartenant ni au clan des Bush ni à celui des Clinton, qui s'était partagé la Maison-Blanche sans discontinuer depuis 20 ans, il incarnait le renouveau et venait au pouvoir au milieu de la pire crise financière et économique depuis les années 1930. Entre son élection en novembre 2008 et son intronisation à la mi-janvier 2009, Obama, conjointement avec l'équipe de son prédécesseur sur le départ, organisa un premier transfert de 700 milliards de dollars depuis les caisses publiques vers celles des grandes entreprises. Un deuxième suivi dès son arrivée à la Maison-Blanche pour le même montant. Ce délai entre l'élection et la prise de fonction du président est une survivance de l'époque d'avant les chemins de fer, où il fallait laisser le temps aux grands électeurs de se rassembler dans la capitale. Il était alors de 4 mois. En 1933, il a été réduit à un peu plus de 2 mois. Mais ce qui peut apparaître comme une survivance du passé est en fait bien utile aux institutions de la bourgeoisie américaine. Ce délai permet d'organiser la continuité du pouvoir politique. Il est un amortisseur en cas de secousse électorale. Et nul doute que Trump va mettre à profit ces semaines pour se couler dans le moule et passer de la défense de son intérêt individuel de grand patron à celle de l'intérêt général des capitalistes. Dans cette tâche, il ne devrait pas avoir trop de mal à s'entourer, car autant Trump voulait apparaître comme un candidat anti-système, quitte à faire fuir même d'anciens présidents républicains qui lui ont préféré la démocrate Clinton, autant on peut être sûr qu'à présent, sa victoire va lui attirer à lui des serviteurs du capital dans tous les domaines. Politiciens, généraux, diplomates, économistes et banquiers ne vont pas tarder à constituer le gouvernement et l'équipe de Trump à la Maison-Blanche. Pour en revenir à Obama, qui jouait en 2008 le rôle d'outsider tenu cette année par Trump, il maintint en 2009 en fonction le président de la Fed, la banque centrale, qui inonda sans cesse la bourgeoisie américaine d'argent frais,
tout en la débarrassant au maximum des produits financiers pourris que le krach boursier avait rendus invendables. Le quotidien New York Times a estimé en 2011 que la Fed avait dépensé entre 12 000 et 13 000 milliards de dollars pour cela. L'État fédéral s'est aussi beaucoup endetté. Il a fallu plus de 2 siècles pour que sa dette accumulée atteigne 4 000 milliards de dollars en l'an 2000. Puis, en 8 années de présidence Bush, 5 000 autres milliards ont été ajoutés. Alors, en campagne électorale, Obama, qui ne dédaigne pas, lui non plus, de faire de la démagogie anti-chinoise, avait dénoncé Bush pour avoir souscrit une carte de crédit à la Banque de Chine au nom de nos enfants. Pour ensuite, au cours de ses 2 mandats, en rajouter à son tour presque 10 000 autres milliards. Lors de la dernière année fiscale, l'État fédéral a dû payer 432 milliards de dollars en intérêts, ce qui est encore une source de profit pour les banques. Alors l'État américain a bien infligé quelques amendes retentissantes à des banques jugées responsables de la débâcle économique générale de 2008, mais cela ne les a pas du tout empêchées de dégager des profits, tant elles vampirisent en permanence l'argent public. Cela n'a même pas ralenti l'activité spéculatrice qui prépare peut-être le terrain pour le prochain krach financier. Entre septembre 2015 et septembre 2016, les revenus de la spéculation sur les dettes, les taux d'intérêt, les devises ou les matières premières ont bondi d'1 tiers pour la plupart des banques d'affaires américaines, de 48% pour JP Morgan et de 50% pour Goldman Sachs. Les hauts cadres de la finance se sont partagés cette année 28 milliards de dollars rien qu'en bonus. Goldman Sachs a fait un bon investissement en 2008 en tant que plus gros contribueur à la campagne d'Obama. Alors en déclarant s'en prendre au pouvoir de Wall Street, c'est-à-dire à la finance, et à ceux qui à Washington en sont les soutiens, Trump a touché une corde sensible dans les milieux populaires. Il visait directement Clinton, qui a donné entre 2013 et 2015 des conférences à l'invitation des banques, Goldman Sachs, Morgan Stanley ou Deutsche Bank, contre 22 millions de rémunération, 22 millions de dollars de rémunération. Clinton, au cours de ses conférences, y vantait sa relation privilégiée avec les financiers lorsqu'elle était sénatrice, en leur disant « Je travaillais avec un grand nombre de banques et je faisais tout ce que je pouvais pour être sûr qu'elles continuaient à prospérer. » Mais pendant que Wall Street fait la fête, la catastrophe s'abat sur le reste de la société et d'abord sur les travailleurs. Au cours d'une nuit de janvier 2015, dans ce pays où il fait très froid l'hiver sur une grande partie du territoire, les associations luttant contre la pauvreté ont compté plus d'1 demi-million de personnes dormant dehors. D'autres trouvent refuge sous des tentes, dans des foyers sociaux, ou se tassent à toute une famille dans une chambre de motel. 7 millions de personnes vivent chez des proches, se serrant dans de petits logements, alors que la maison dont ils ont été expulsés reste le plus souvent à l'abandon. Certains dorment dans leur voiture, bien que de plus en plus de villes édictent des règlements qui l'interdisent. Avec un salaire de 1 200 $ par mois, un peu moins de 1 100 €, une aide-soignante ne gagne pas assez pour se loger si elle travaille dans la Silicon Valley, en Californie, où les gros revenus des ingénieurs et des cadres de l'informatique poussent à la hausse l'ensemble des loyers. Obama met souvent la Silicon Valley en avant, comme le symbole de la réussite de sa politique dans le domaine économique, car il y naîtrait l'économie du futur. En attendant, il manque 2000 enseignants dans cette zone, car ils ne peuvent tout simplement pas y trouver de logement à prix abordable. Un peu plus au sud, dans le riche comté de Los Angeles, le nombre de personnes dormant dans la rue a doublé depuis 2009. Une vaste catégorie de la population ne peut pas se loger dans une maison ou dans un appartement et vit de façon permanente dans des mobile homes qui ne sont plus mobiles du tout. Ce sont 8% des 325 millions d'habitants du pays, soit 25 millions de personnes qui logent ainsi à l'année dans ces sortes de campings en semi-dur situés en bordure des agglomérations. Durant les 2 mandats présidentiels d'Obama, 7 millions de familles ont perdu leur logement. À l'heure actuelle, les expulsions continuent au rythme d'1 million par an. Alors, il est vrai qu'il existe 2 Amériques, comme le disent les journalistes, mais ce ne sont pas celles de Clinton face à celles de Trump. C'est celle de la grande bourgeoisie qui est passée au travers de la crise sans rien perdre de sa richesse, et celle de l'immense classe des travailleurs qui en paye le prix fort. Il n'y a pas que les banques qui ont été gâtées.
General Motors, pour n'évoquer que ce symbole du capitalisme américain, avait distribué 2,3 milliards de dollars à ses actionnaires avant de se déclarer en faillite en 2009. L'État américain lui a alors versé 50 milliards de dollars en échange d'actions ne valant plus grand-chose, plus 45 autres milliards en cadeaux fiscaux. Cette phase a été qualifiée de nationalisation provisoire. Puis en 2010, le géant de l'automobile a fait son retour triomphal à la bourse, une grande fierté pour Obama qui s'en vante régulièrement. Mais entre-temps, chez ce constructeur, les salaires ont baissé de 3 à 10% et 47 000 travailleurs ont perdu leur emploi. Depuis, la vente des voitures a repris. Certains ouvriers ont pu éventuellement retravailler dans les usines de General Motors, mais pour des salaires réduits de presque moitié. La leçon a vite été apprise par les travailleurs. Quand Obama a déclaré que pour sauver Chrysler, un autre des 3 grands constructeurs automobiles, il fallait que tout le monde fasse des efforts, salariés et actionnaires, les ouvriers ont immédiatement compris de quoi il s'agissait. Et à la porte des usines Chrysler, les bras d'honneur ont commencé à fuser à l'attention d'Obama. Sous Obama, le taux réel d'imposition des bénéfices des grandes entreprises est passé en dessous des 20%, plus bas que sous Bush. En fait, il n'a jamais été aussi bas depuis la présidence d'Herbert Hoover, qui s'était achevée sur le krach boursier de 1929. L'intention de Trump de les baisser encore un peu ne sera donc qu'un pas de plus dans la même direction. Certaines années, des entreprises très profitables, comme General Electric, General Motors, Goodyear, Xerox, Time Warner et d'autres, n'ont même pas payé du tout d'impôts sur leurs bénéfices. Mieux encore, la banque Wells Fargo, qui a fait 22 milliards de dollars de profit en 2009 et n'a pas payé d'impôts, a eu en plus le droit de toucher un crédit d'impôt de 4 milliards de dollars. Ce n'est pas sous Obama que la bourgeoisie a commencé à éviter de payer ses impôts. C'est une préoccupation constante depuis qu'elle domine l'État sous toutes les latitudes. Et de ce point de vue, Trump est un grand bourgeois tout à fait ordinaire. À Chicago, ville gérée par les démocrates, Trump a bénéficié ces 7 dernières années de 11,7 millions de dollars de réduction d'impôts fonciers sur une tour et un hôtel qu'il y possède. En 1995, Trump déclara ses entreprises en faillite, avec 916 millions de dollars de pertes quand même. Mais légalement, il put étaler fiscalement cette perte jusqu'en 2013, à hauteur de 50 millions par an, et ne pas payer d'impôt sur le revenu pendant 18 ans. Quand Hillary Clinton lui en fit le reproche dans un débat télévisé, Trump n'hésita pas à lui répondre cette vérité, qu'il n'avait pu le faire que grâce aux lois passées par son mari Bill quand il était président, ajoutant qu'elle-même n'avait pas supprimé ses niches fiscales quand elle était sénatrice ou au gouvernement, et qu'elle avait agi ainsi pour défendre les intérêts des milliardaires qui avaient financé ses campagnes électorales. La présidence d'Obama a largement profité aux entreprises cotées en bourse. Leur capitalisation boursière a plus que doublé en 8 ans. Les plus grandes entreprises ne savent plus quoi faire de leurs milliards de liquidités. Durant la dernière décennie, le pétrolier ExxonMobil a alloué chaque année 30 milliards de dollars en dividendes servis à ses actionnaires ou en rachat de ses propres actions pour les détruire, ce qui a pour effet d'augmenter la valeur des actions restantes. Des entreprises parmi les plus riches ont ainsi dépensé plus de 90% de leurs profits. D'autres sont allés jusqu'à s'endetter, profitant des bas taux d'intérêt, pour alimenter leurs actionnaires en leur faisant parvenir plus de 100% de leurs profits annuels, des fois 150%, voire 200%. Cela a été le cas pour la firme pharmaceutique Pfizer, les produits d'hygiène et de soins Procter & Gamble, de Bank of America, de Home Depot, qui vend des fournitures de bureaux, et des leaders de l'informatique IBM et Microsoft, dont le principal actionnaire Bill Gates donne des leçons d'humanisme et de charité à la planète entière. Alors que l'État a choyé la bourgeoisie pour qu'elle continue à s'enrichir malgré la crise, la classe ouvrière a vécu bien d'autres choses. En 2008 et 2009, des millions de travailleurs ont été licenciés, parfois du jour au lendemain. Selon les chiffres officiels, le nombre de demandeurs d'emploi a plus que doublé, passant de 7 à 15 millions en quelques mois. Le taux de chômage atteignant 10%. Il est à présent redescendu à 5%, avec 8 millions de chômeurs. Mais aux États-Unis comme ailleurs, les statistiques officielles ne montrent qu'une partie de la réalité.
le taux de la population des plus de 16 ans, travaillant ou cherchant du travail, a baissé, passant de 66% en 2008 à 62,8% aujourd'hui. Et la seule explication en est que des millions de gens sont tellement démoralisés et exclus qu'ils ne recherchent même plus de travail. Durant la campagne, Trump a claironné qu'il créerait 25 millions d'emplois en 10 ans, surclassant Clinton qui n'en promettait que 10,4 millions en 4 ans. Mais de toute façon, ce ne sont pas les politiciens, même ceux qui occupent la Maison-Blanche, qui peuvent décider les entreprises à embaucher. Les seuls emplois disponibles à l'heure actuelle le sont avec des salaires si bas que bien des travailleurs ne peuvent s'en sortir qu'en multipliant les heures supplémentaires et en travaillant au lieu de prendre des congés. Pour rembourser un prêt, payer leur loyer, leurs factures, leurs assurances, les études de leurs enfants, nombre de salariés ont un deuxième, voire un troisième travail, s'usant et s'éreintant, avec des semaines parfois de plus de 100 heures, juste pour se maintenir à flot. Embaucher à temps partiel plutôt qu'à temps plein est une des façons pour les patrons de bénéficier d'exonérations de cotisations sociales. Au sein de bien des entreprises, surtout les petites, l'employeur ne contribue pas du tout à financer la retraite de ses salariés. C'est le cas pour 55% des travailleurs. Ainsi, les ouvriers qui ont été licenciés par de grandes entreprises où ils avaient des avantages sociaux, puis ont réussi à retrouver du boulot, ont souvent descendu plusieurs marches dans l'échelle sociale, avec un salaire et une protection sociale moindre. Ils sont victimes du système salarial à 2 vitesses, qui s'est beaucoup développé depuis une dizaine d'années. Voulant éviter d'attaquer de front leurs ouvriers et s'assurer de la collaboration des appareils syndicaux, les grandes entreprises ont mis en place un système très défavorable pour les nouveaux employés. Chez General Motors, ils ont un salaire horaire plus faible de 40% à travail égal que les anciens, et bien moins en termes de droit à la retraite. Ce système divise les travailleurs en 2 catégories, et au fil des ans, celle des moins bien lotis augmente. À cette évolution s'ajoute celle du transfert éventuel de l'activité, non seulement vers le Mexique ou l'Asie, mais aussi vers les États américains sans tradition syndicale, pour la même raison, faire baisser la masse salariale. Ainsi, des usines ont été fermées et des travailleurs licenciés dans des régions, comme le Michigan, où grâce à des traditions anciennes de lutte, les ouvriers ramenaient à la maison, en échange de longues heures de travail, une paye permettant à leur famille de vivre correctement. Quant à ceux qui sont recrutés dans les usines des zones non syndiquées, souvent dans le sud du pays, tout est rogné. La diminution du nombre d'emplois dans des lieux de travail où chacun est obligatoirement syndiqué et bénéficie de contrats collectifs est telle qu'à présent, seuls 11% des salariés sont syndiqués aujourd'hui, contre 20% en 1983. Occupés à collaborer avec le patronat, les directions syndicales n'ont pas fait grand-chose pour s'opposer à cette évolution et pour donner envie à des travailleurs de se battre pour syndiquer leur entreprise. Trump, mais aussi Clinton et surtout Sanders et les dirigeants syndicaux mettent cette évolution au compte des traités de libre-échange que les États-Unis ont mis en œuvre, comme celui de l'ALENA avec le Mexique ou ceux qu'ils projettent avec l'Asie et l'Europe. C'est un mensonge. Ce n'est pas la mondialisation qui a contraint General Motors à fermer des usines dans le Michigan et à en ouvrir dans le Tennessee. C'est la recherche du profit. Et puis les patrons ont augmenté les cadences et les heures de travail pour produire plus avec moins d'ouvriers. C'est cela aussi qui cause le chômage. General Motors, qui avait promis aux ouvriers de ces usines non syndiquées une couverture maladie comparable à celle des usines syndiquées, est revenu sur sa parole depuis longtemps. Bien que l'entreprise l'ait écrit noir sur blanc que ses salariés seraient protégés pour la durée de leur vie aux frais de General Motors, un tribunal jugea en 1998, je cite, qu'il n'y a rien d'incohérent entre promettre des avantages sociaux jusqu'au décès et se réserver le droit de les modifier par la suite. Les grandes entreprises s'engouffrèrent dans la brèche et modifièrent leurs obligations en matière de couverture sociale de leurs employés retraités. Elles s'attaquèrent aussi aux ouvriers de leurs usines syndiquées par le biais de la loi sur les faillites et avec l'aide de juges compréhensifs. En 6 ans, de 1998 à 2003, 44 compagnies sidérurgistes, employant 86 000 travailleurs, passèrent par une procédure de faillite. Or, la plupart continuèrent leur production en étant rachetés ou en fusionnant avec une autre entreprise. Mais dans l'opération, 300 000 personnes,
les sidérurgistes en activité ou retraités, ainsi que les veuves de sidérurgistes, perdirent beaucoup en termes de retraite et de couverture médicale. En 2005, General Motors obtint le soutien des dirigeants du syndicat de l'automobile, l'UAW, pour économiser $1 milliard par an de couverture médicale de ses salariés, ses retraités et leurs familles, 750 000 personnes en tout. Quand General Motors se déclara en faillite en 2009, tout comme son concurrent Chrysler, ce fut encore l'occasion d'annuler d'autres obligations sociales. Ford, le troisième constructeur automobile, obtint de l'UAW des concessions similaires sans même avoir à se mettre en faillite. C'est une véritable guerre de classe que mènent les capitalistes. Les périodes de crise économique aiguë ne sont que des phases d'accélération dans cette offensive permanente. La classe ouvrière est ainsi ramenée des décennies en arrière, avant que les grandes luttes ouvrières des années 1930 et celles des Noirs dans les années 1960 ne forcent le patronat à acheter une certaine paix sociale dans les usines et les quartiers populaires. Si aujourd'hui, les travailleurs subissent ces reculs, ils ne s'y résignent pas toujours. Les trois grands constructeurs automobiles affichent à présent des résultats florissants. Alors qu'en l'an dernier, les nouveaux contrats collectifs négociés avec l'UAW ont été soumis à l'approbation des salariés dans les usines syndiquées, les patrons et leurs partenaires des appareils syndicaux ont été confrontés à la défiance des travailleurs. Chez Chrysler, dont le contrat était négocié en premier, les travailleurs étaient excédés par les sacrifices que leur patron leur avait imposés. Ils rejetèrent le contrat à 65%, c'était la première fois depuis 30 ans. Les dirigeants syndicaux de l'UAW devaient donc obtenir une modification du contrat. Ils n'ont pas songé un seul instant à préparer les travailleurs à faire pression par la grève sur la direction pour obtenir un contrat qui les satisfasse. Au contraire, ils expliquèrent aux ouvriers qu'une grève serait longue, coûteuse, pénible, bref, qu'il fallait tout faire pour l'éviter. Ils mirent tout leur poids pour arracher l'approbation d'un nouveau contrat modifié à la marge lors d'un second vote. L'appareil syndical et la direction, qui augmenta notablement les primes versées en cas de signature du contrat, finirent par obtenir satisfaction. Les travailleurs, eux, n'ont jamais pu exprimer réellement ce qu'ils voulaient. Les dirigeants de General Motors et Ford, qui devaient soumettre leur propre contrat à leurs salariés peu après, étaient soulagés par le second vote. D'emblée, ils mirent sur la table des primes allant jusqu'à $10 000 pour éviter un rejet et s'arrangèrent ainsi pour que les contrats soient approuvés, bien qu'une forte minorité de travailleurs vote contre. En ce moment même, la grosse compagnie d'assurance Blue Cross Blue Shield du Michigan tâche de spolier ses propres retraités. Alors qu'elle-même s'occupe d'assurance santé et de retraite pour le compte d'autres entreprises, voilà qu'elle veut réduire la capacité de ses anciens employés à se soigner. Mais elle fait face à une certaine résistance des retraités qui ont manifesté et se sont adressés à leurs collègues encore en activité. Les employés du secteur public ont aussi été sacrifiés pour que la bourgeoisie ne souffre pas de la crise. Là aussi, le salaire des nouveaux embauchés est moindre que celui de leurs aînés, et il leur faudra travailler plus longtemps pour toucher une retraite plus faible. Même ceux en poste depuis longtemps y ont perdu. 45 des 50 États ont fait baisser les retraites de leurs employés de 8% en moyenne depuis 2008. La contribution totale de l'ensemble des administrations publiques à la retraite de leurs salariés a baissé de $80 milliards depuis la crise. Tout comme le gouvernement fédéral, les finances des États, des comtés et des municipalités ont été orientées vers les besoins des plus riches et des entreprises. En 2009, Arnold Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie, le plus peuplé du pays, a d'abord baissé le salaire des employés publics en les mettant en congé forcé jusqu'à 3 jours par mois. Puis il en a licencié. La Californie, qui abrite des entreprises richissimes comme Apple, Google, eBay ou Facebook, mais où un habitant sur 5 y vit en dessous du seuil de pauvreté, a même un moment payé une partie des salaires non plus en dollars, les caisses étant vides, mais en bons d'achat, forçant ses employés à trouver des banques ou des commerçants qui les acceptent, moyennant des cotes. Tout circule en matière de salaire, de retraite et de couverture médicale. On fait basculer les travailleurs par millions dans la misère. Dans le pays, une personne sur deux n'a même pas $400 d'économie, soit 365 €, pour faire face à un imprévu. En 2007, 26 millions de pauvres survivaient avec les bons d'alimentation. Ils sont 43 millions cette année.
Pour beaucoup, ce sont des gens qui travaillent, mais pour de très bas salaires. Le salaire minimum au niveau fédéral est l'équivalent à une misère. Il se situe à 7,25 $ de l'heure, soit 6,50 €. Si on tient compte de l'inflation, son pouvoir d'achat est plus faible qu'il y a 30 ans. Obama n'a rien fait à ce sujet, si ce n'est des discours pour en déplorer la faiblesse. Toutefois, un mouvement pour l'augmenter à 15 $ de l'heure s'est développé ces dernières années. Les travailleurs des fast-foods se sont mobilisés au travers de plusieurs grèves. Ils en ont entraîné d'autres, notamment dans les services. En 2015, une journée de grève et de manifestation a mobilisé des dizaines de milliers de travailleurs au travers du pays. Alors, quelques autorités locales ont décidé d'augmenter le salaire minimum dans les zones les plus riches du pays, mais en prenant soin d'étaler la hausse sur plusieurs années et en prévoyant des exceptions. Si Hillary Clinton s'est déclarée en faveur d'une hausse du salaire minimum fédéral, elle a laissé entendre à l'électorat populaire qu'elle l'amènerait à 15 $ de l'heure, sans vraiment le dire, pour ne pas contrarier le patronat. Elle s'est ainsi rendue l'an dernier au congrès syndical des travailleurs de fast-food en lutte, et il lui a suffi de déclarer « Merci de manifester pour des salaires décents », sans même mentionner les 15 $, pour que Mary Kay Henry, la dirigeante de ce syndicat, se réjouisse que cette petite phrase ait convaincu les militants syndicaux qu'elle est de notre côté. Il n'en a pas fallu plus pour que 6 mois plus tard, ce syndicat appelle à voter Clinton, donne $1 million à sa campagne et en dépense en plus de son côté plusieurs dizaines de millions pour inciter les employés à s'inscrire sur les listes électorales et à voter pour elle. Sous le coup des expulsions de logements, des quartiers entiers ont été vidés de leur population, laissés à l'abandon, tant à cause de la crise de l'immobilier que du mépris qu'ont les autorités municipales des grandes villes envers les pauvres. Dans ces quartiers, les services publics essentiels, comme l'éclairage, l'entretien des routes, le ramassage des ordures, même les pompiers disparaissent. Le reste, comme les réseaux d'eau potable ou les égouts, sont laissés à l'abandon, quand ces services ne sont pas délibérément supprimés, lorsqu'un maire veut se débarrasser des derniers habitants d'un bloc qu'il veut raser. Au nom d'économies nécessaires pour éviter la faillite, la ville de Détroit a arrêté les transports municipaux de bus dans des zones où les gens sont pauvres et où presque la moitié n'ont pas de voiture. Pendant ce temps, la municipalité a payé 60% du coût de construction du nouveau stade de hockey sur glace qui appartient à une famille de milliardaires locaux et a offert des cadeaux fiscaux à des entreprises aussi nécessiteuses que General Motors. Détroit s'est retrouvé sous la coupe d'un directeur financier d'urgence nommé par le gouverneur du Michigan et possédant des pouvoirs exceptionnels le plaçant au-dessus du maire. En fait, ça a été l'occasion pour la municipalité de faire encore des économies sans en assumer la responsabilité. Il s'en est fallu peu pour que le réputé musée des arts de la ville ne soit liquidé et ses tableaux de maître vendus pour rembourser les banques. Mais ce sont surtout les employés municipaux qui ont payé le prix fort de l'endettement de la ville. Non loin de là, à Flint, ville de 100 000 habitants au Michigan, berceau de General Motors, cette ville a subi les directives de 4 directeurs financiers d'urgence successifs. L'un d'entre eux a décidé en 2013 qu'il coûterait moins cher de pomper l'eau courante dans la rivière locale plutôt que de la faire venir de Détroit par le réseau d'eau potable habituel. Il se moquait que les usines de General Motors à Flint aient durablement pollué la rivière. En quelques mois de consommation de cette eau, autour de 10 000 enfants ont donné des signes d'intoxication au plomb. La part des ressources publiques affectées à des dépenses d'intérêt général a baissé partout, au niveau fédéral comme local. Le simple entretien des infrastructures en pâtit énormément. Il est significatif qu'en 2007, un pont autoroutier enjambant le Mississippi, entre les villes de Saint-Paul et de Minneapolis, se soit effondré, tuant 13 personnes et en blessant 145. Des inspections avaient bien classé ce pont dans la catégorie structurellement défaillant depuis les années 1990, mais rien n'avait été entrepris pour le réparer. À l'époque où il est tombé, 75 000 autres ponts étaient classés à risque dans le pays. Durant sa campagne de 2008, Obama avait bien promis que 478 milliards de dollars seraient affectés pour résoudre ce problème. Mais l'argent est passé dans le système financier et le Congrès a bloqué cette dépense. Cette année, Trump a promis d'investir massivement pour remettre l'ensemble des infrastructures à niveau, promettant du même coup de créer des millions d'emplois.
Du point de vue de la circulation des marchandises et de la bonne marche des affaires en général, c'est une nécessité. En plus, les patrons du bâtiment et les promoteurs comme Trump savent transformer ce type d'investissement en bonnes affaires. Mais vu le degré de financiarisation de l'économie qui pousse l'État à renoncer à ce type de dépenses, il n'est pas certain qu'il emprunte cette voie-là. Si les promesses électorales de Trump se transformaient en réelles intentions, il n'est pas certain que le Congrès autorise un éventuel plan de relance des investissements. Même avec une majorité républicaine au Sénat, un président républicain peut avoir du fil à retordre, car le pouvoir du président est assez fortement contrebalancé par celui du Congrès, et particulièrement du Sénat. D'ailleurs, l'influence de la bourgeoisie s'exerce tout autant sur la Maison-Blanche et les ministères que sur les sénateurs, sans oublier les juges des cours importantes et les hauts fonctionnaires. La tiers-mondisation du système scolaire public est un autre aspect de la régression de la société. La situation des écoles s'est nettement aggravée sous l'effet de l'endettement des municipalités et des administrations scolaires. Des écoles licencient leur personnel, ferment et plus tard réouvrent en tant qu'écoles privées. À Détroit, ces écoles privées scolarisent à présent près de la moitié des enfants, avec l'aide des fonds publics. Fonds publics qui sont affectés à cette dépense, bien que la moitié des subventions de l'État du Michigan, que l'État du Michigan accorde au district scolaire de Détroit, part directement dans la poche des banques pour rembourser les emprunts. Dans tout le pays, les districts concentrant les quartiers pauvres consacrent très peu d'argent aux établissements scolaires publics. Ils n'ont pas d'ordinateur, pas de bibliothèque, pas de laboratoire. Les effectifs peuvent y atteindre 40, même 50 élèves par classe. C'est là que les enseignants sont les moins formés, ont le moins d'expérience et sont donc les plus mal payés. C'est dire qu'on y sacrifie l'éducation des enfants de familles pauvres, souvent noirs. Même dans la riche métropole de Los Angeles, second plus important district scolaire du pays, le budget scolaire a été réduit de 18% au cours des 2 dernières années. En 2012, la suppression de nombreux emplois d'enseignants et de personnel périscolaire par le maire démocrate de Chicago, Rahm Emanuel, qui avait été précédemment le chef de cabinet d'Obama à la Maison-Blanche, a fini par déclencher une grève des enseignants. Il avait allongé leurs heures hebdomadaires de travail, leur avait pris 10 jours de congé, et les augmentations de salaire promises avaient été remises en cause à la faveur de la crise. Les 29 000 enseignants de Chicago ont alors décidé de prendre l'offensive en faisant grève. Ce conflit était attendu, car le maire s'était arrangé à l'avance pour que l'État de l'Illinois se dote d'une loi spécifique aux enseignants de Chicago, exigeant qu'au moins 75% des membres de leur syndicat se prononcent formellement pour la grève, afin que celle-ci puisse être déclenchée. La détermination des enseignants était telle en 2012 que 90% ont voté la grève et l'ont conduite jusqu'à ce qu'on leur promette 16% d'augmentation de salaire sur 4 ans. Leur combat n'est pas fini. Rien qu'en 2016, ils ont été victimes de 3 séries de licenciements. De plus, les autorités de Chicago veulent actuellement basculer une grosse partie de leur cotisation retraite patronale sur leurs salariés de l'éducation publique, ce qui amputerait le salaire des enseignants de 5 000 $ par an. Récemment, les enseignants ont à nouveau voté à 96% pour autoriser leurs syndicats à déclencher une grève. Cela signifie que les enseignants sont mécontents, mais pas que les dirigeants syndicaux soient prêts à déclencher à nouveau la lutte. En effet, quelques jours plus tard, la municipalité et le syndicat se sont entendus sur un accord qui sauve certes le salaire des enseignants en poste, mais amputera celui des futurs embauchés. Il n'existe pas aux États-Unis d'assurance santé universelle. Les personnes âgées et certaines catégories, comme les handicapés, bénéficient d'un système spécifique de couverture maladie. Par ailleurs, 69% des salariés sont couverts avec leur famille par un contrat souscrit par leur entreprise. Et les autres, ils peuvent souscrire une assurance individuelle, chère. Mais jusqu'à récemment, les assurances pouvaient refuser d'assurer quelqu'un si elles considéraient qu'il était un individu à risque, ayant par exemple des antécédents médicaux. En 2010, près de 50 millions de personnes n'étaient pas couvertes et 45 000 mouraient chaque année, faute de pouvoir payer pour se soigner.
Sans assurance, une hospitalisation dont le coût se chiffre, même pour quelques jours, en milliers de dollars, est une catastrophe qui mène tout droit à l'endettement. C'est le facteur le plus important conduisant les gens à la faillite personnelle. Les soins dentaires restent hors de portée pour 180 millions de personnes, au point que des associations humanitaires de dentistes proposent parfois dans les régions pauvres du pays consultations et soins gratuits le temps d'un week-end. À cette occasion, on peut voir se former d'immenses queues devant les gymnases où s'alignent des rangées de fauteuils où les dentistes soignent à la chaîne. La situation sanitaire n'évolue pas dans le bon sens. La mortalité maternelle, celle des mères en couche, a même augmenté de 21% entre 2005 et 2013 aux États-Unis. La mortalité infantile y est plus élevée qu'à Cuba. Lors de son premier mandat, Obama s'attela à rédiger une loi sur les soins abordables qui a été surnommée Obamacare. Immédiatement, la hiérarchie catholique fit pression au maximum sur les élus du Congrès pour que la réforme ne soit pas votée, bien qu'Obama l'ait assuré que les frais d'avortement ne seraient pas remboursés dans ce cadre. Pour obtenir le soutien des réactionnaires, Obama a exclu du bénéfice de l'assurance maladie les travailleurs sans papier, c'est-à-dire plus de 10 millions de personnes. Malgré cela, et bien que les démocrates aient eu en 2010 la majorité au Congrès, Obama a eu toutes les peines du monde à faire passer sa réforme. Si elle suscita chez certains l'espoir que chacun serait assuré pour les risques de santé, inversement, il y eut immédiatement une inquiétude, y compris dans les milieux populaires, sur les conséquences de cette réforme. Certains craignaient que le gouvernement ne rogne sur l'assurance santé des personnes âgées pour financer la nouvelle assurance. D'autres, que la compagnie d'assurance n'en profite pour augmenter les cotisations de ceux qui étaient déjà assurés. La frange la plus réactionnaire des politiciens a bondi sur l'occasion pour faire du rejet de cette réforme son cheval de bataille. Elle a traduit l'inquiétude légitime en hostilité envers les assistés, ces pauvres, souvent noirs, qui profiteraient du système au détriment de la prétendue classe moyenne de l'Amérique profonde et laborieuse. Les étrangers sans papier ont aussi été une cible au prétexte mensonger qu'on leur donnerait tout et rien aux Américains dans le besoin. À cette occasion, un courant de droite radicale s'est détaché un moment du Parti républicain et s'est regroupé derrière une étiquette, celle du Tea Party. Ce nom fait allusion à un événement révolutionnaire de 1773 où une foule a jeté dans les eaux du port de Boston une cargaison de thé, marchandise qui symbolait à l'époque les taxes dont le pouvoir de la métropole britannique accablait ces 13 colonies du continent américain. 2 ans plus tard, la guerre d'indépendance éclatait, menant à la naissance des États-Unis d'Amérique. Mais en fait, à l'opposé de cette référence révolutionnaire, le Tea Party est un mouvement conservateur. Il a pris naissance en 2009 dans la dénonciation des impôts et l'opposition à Obama et à ses plans d'aide aux banques et de nationalisation partielle de General Motors. Le Tea Party y dénonçait une plus grande intervention de l'État dans l'économie, critique reprise 1 an plus tard contre la réforme de l'assurance maladie. C'est ainsi qu'Obama, fils de Kényans et dont certains, parmi eux déjà Donald Trump, semaient le doute sur le fait qu'il soit né aux États-Unis et donc qu'il puisse légalement être président, s'est vu accusé tour à tour d'être un musulman, un nazi et même un socialiste, dont le but caché était de détruire les valeurs fondamentales de l'Amérique. Ce courant réactionnaire a depuis réintégré le Parti républicain et servi de point d'appui à l'ascension de Trump. Entrée en application en 2014, la loi pour les soins abordables oblige ceux qui ne sont pas déjà assurés, avec des exceptions, à souscrire une assurance santé privée sous peine d'amende. Elle offre de cette façon un élargissement de leur marché aux compagnies d'assurance qui avaient perdu des millions de clients ne pouvant plus s'assurer à la suite de la crise des subprimes. Une aide fédérale est d'ailleurs prévue pour que les gens puissent payer des cotisations élevées. En échange, les assureurs ne peuvent plus refuser d'assurer quelqu'un à cause de ses ennuis de santé. Par contre, ils ont le droit de résilier les contrats déjà souscrits avant la loi pour forcer les gens à en prendre un autre plus cher. La loi a mis en place un marché où chaque année, en novembre et décembre, les compagnies d'assurance proposent pour l'année suivante des centaines d'offres. Les contrats les moins chers couvrent peu de frais médicaux. Mais même ceux du milieu de gamme sont une arnaque, car il existe des franchises importantes. Ainsi, une dame du Mississippi a récemment expliqué à la presse
qu'elle paye 240 $ par mois de cotisation, dont 110 sont pris en charge par une aide fédérale, mais son assureur lui impose une franchise de 3 000 $, ce qui lui fait dire qu'elle ne peut pas se permettre de tomber malade une fois payée pour son assurance maladie. Dans ces conditions, beaucoup de gens qui s'estiment en bonne santé, surtout parmi les jeunes, préfèrent ne pas s'assurer du tout et payer l'amende prévue. Les compagnies d'assurance se plaignent ensuite de n'avoir comme assurés que des gens en mauvaise santé, qui leur coûtent cher, et elles augmentent les cotisations. En 2015, les cotisations des assurances du milieu de gamme ont augmenté en moyenne de 2%, en 2016 de 7%, et pour 2017, dont le marché est organisé en ce moment même, la hausse moyenne prévue est de 25%, de l'aveu même du gouvernement, à prestations identiques. Dans certains États, les hausses sont plus accentuées. L'Arizona a autorisé une hausse de 51%, le Tennessee de 62% et le Minnesota jusqu'à 67%. Des gens qui ont souscrit une assurance une année ne peuvent parfois plus payer l'année suivante, voire interrompre leur contrat en cours d'année. C'est le cas de plus de 2 millions de personnes qui sont sorties de l'assurance santé entre janvier et juin de cette année. Certaines se réinscrivent peut-être en ce moment pour l'an prochain, si elles ont mis de l'argent de côté. Mais il est donc assez difficile de dire précisément combien de personnes ont une couverture maladie dans le cadre de la réforme de l'assurance santé. Mais entre 25 et 30 millions de personnes en restent à l'écart. Les seuls à avoir profité de la réforme d'Obama sont les compagnies d'assurance, surtout grâce aux aides fédérales, en apparence allouées aux individus pour leur permettre de payer leurs cotisations, mais en réalité finissant dans la poche des assureurs. Les 5 plus gros assureurs dans le domaine de la santé ont vu leurs actions grimper plus vite que la moyenne des autres entreprises depuis le vote de la réforme d'Obama. De 2009 à 2016, la valeur de l'action d'Aetna a été multipliée par 6, celle d'Humana par 10. Cette loi est impopulaire. Personne n'aime être forcé à devenir un client des compagnies d'assurance, surtout quand les prestations ne sont pas à la hauteur des cotisations. Les 7,5 millions de gens qui ont dû payer une amende pour ne pas avoir souscrit, amende dont le montant augmente chaque année jusqu'à atteindre 700 $, ne disent certainement pas merci à Obama. Alors quand Hillary Clinton a prétendu que cette réforme est un des plus grands succès, non seulement de ce président, mais du Parti démocrate depuis 1950, on comprend que Trump ait pu utiliser le rejet de cette loi à son profit et obtenir l'oreille d'une partie des travailleurs. Si Obama passe encore pour un président populaire, et plus encore sa femme Michelle, on peut affirmer que beaucoup de travailleurs ont été déçus. Aux élections de mi-mandat de 2010, 2 ans seulement après l'accession d'Obama au pouvoir, le Parti démocrate a subi sa pire défaite électorale depuis la Seconde Guerre mondiale. La Chambre des représentants est alors passée sous le contrôle des républicains. Les démocrates ont perdu également les élections intermédiaires du 2e mandat d'Obama en 2014. C'est alors que les républicains sont devenus majoritaires au Sénat. Cette année, Hillary Clinton a eu un peu plus de voix que Trump, mais a perdu en nombre de grands électeurs. Toutefois, elle a recueilli de l'ordre de 6 millions de voix de moins qu'Obama en 2008, et cela alors que la population a augmenté de 20 millions de personnes entre-temps. C'est bien plus l'abstention des électeurs démocrates que la progression des républicains qui explique ce résultat. Même quand il bénéficiait de la majorité au Congrès, Obama n'a pas fermé le camp de prisonniers de Guantanamo, situé sur l'île de Cuba. Il y reste encore quelques dizaines de supposés djihadistes que le gouvernement américain ne veut pas relâcher et dont il ne veut pas non plus organiser le procès, car il ne possède pas de preuves que ce sont des terroristes. Ces gens-là sont enfermés sans jugement depuis 15 ans. En médiatisant cette année son bras de fer avec Apple, pour lui extorquer les codes permettant aux agences gouvernementales d'examiner le contenu même crypté de téléphones, Obama a montré que sur le plan de la restriction des libertés individuelles, il se situait dans la lignée de Bush et du Patriot Act. Le Patriot Act, cette loi pour laquelle Hillary Clinton avait voté en 2001, est toujours en vigueur. Et quand Edward Snowden a révélé au monde entier les détails de l'espionnage auquel l'État américain soumet la population du pays, l'administration d'Obama en a fait un paria.
la régularisation, ne serait-ce que des 750 000 jeunes hispaniques sans papier entrés aux États-Unis encore enfants, n'est toujours pas à l'ordre du jour, barrant l'accès aux études à de nombreux jeunes. Leurs manifestations n'y ont rien fait. Par contre, Obama n'a pas attendu les diatribes racistes de Trump envers les Mexicains sans papier, accusés d'être des voleurs, des drogués, des violeurs, pour expulser hors du territoire américain plus de 2,5 millions d'immigrés sans papier, surtout des hispaniques, plus qu'aucun président auparavant. Il a ainsi ouvert la voie à la démagogie anti-immigrée de Trump. Trump, après avoir juré de renvoyer les plus de 10 millions de clandestins, parle maintenant d'en expulser 2 à 3 millions, en fait comme Obama. Il a dit vouloir barricader le pays derrière un mur, comme si murs et grillages n'existaient pas depuis longtemps en de nombreux endroits de la frontière avec le Mexique. Mais la misère et les bandes armées qui y règnent, ainsi qu'en Amérique centrale, sont le fruit de la domination qui exerce l'impérialisme américain depuis plus d'un siècle. Et ce que fuient les immigrés qui prennent pour entrer aux États-Unis à peine moins de risques que ceux qui traversent la Méditerranée pour atteindre l'Europe, enfin, voilà, c'est ce qu'ils fuient. Sous la présidence de Trump, ils se verront peut-être confinés encore plus qu'actuellement dans un statut de parias illégaux. Mais sa politique tiendra forcément compte qu'aux États-Unis, de nombreux employeurs exploitent ces travailleurs, à commencer par lui-même sur ces chantiers. On va faire une pause.